Deux questions, maître. Est-ce que tout est cohérent? Parce qu'on évoquait également parfois quelques incohérences dans les récits des enfants. Est-ce que tout est vraiment cohérent dans les récits de ces enfants qui estiment avoir été victimes de cette maîtresse d'école? Il n'y a pas en tout cas de contradiction ou de divergence majeure. C'est un élément important. Il faut également constater que nous sommes sur des faits qui sont somme toute assez concordants sur le fait qu'il se serait déroulé autour de la table centrale de la classe, selon un mode opératoire assez identique, et avec des enfants qui à chaque fois éprouvent la même difficulté, la même gêne à l'égard de leurs parents, des parents évidemment immédiatement alertés et qui ont de suite fait ce qui convenait d'être fait. Je dirais que ce qui intrigue véritablement dans cette affaire, c'est la révélation quasi simultanée, et qui trouve d'ailleurs écho avec des propos du personnel éducatif de l'établissement, puisque nous savons que cette directrice a également est également mise en cause par des membres de son équipe pédagogique, non pas pour ces faits-là, mais pour une certaine rudesse dans la façon dont elle se comporte avec les enfants. À présent, ces faits, s'ils sont avérés, se sont commis dans une salle de classe au moment où elle est seule avec eux. Autrement dit, elle a fait en sorte qu'il n'y ait pas d'autres témoins qu'elle-même de ce qui a pu se passer dans la scène. Alors évidemment, il faut la plus grande précaution sur l'investigation, mais je ne vois pas, et personne ne voit en l'état, quelle serait la suggestibilité de ces enfants par rapport à leurs parents. Et si on nous invoque la thèse du complot, j'allais dire qu'elle s'effondrera d'elle-même. En l'état, l'institutrice, la directrice, n'invoque pas l'hypothèse d'un complot, elle dit simplement qu'elle ne comprend pas. C'est un peu court. Ouais. Elle dit qu'elle ne comprend pas. Que lui reproche précisément? On parlait dans le reportage tout à l'heure, on parlait par exemple de pénétration digitale, ce qui est un viol en fait, hein, sur une personne. C'est très dur, c'est très violent, et ça se serait produit en classe? Alors, ce qu'elle explique, c'est que principalement, elle est à cheval sur l'hygiène. Monsieur Deveau l'a rappelé tout à l'heure. Sauf que de l'hygiène à la toilette intime, on passe déjà à un second stade. Ce que les enfants racontent, c'est qu'elle les invite à se déshabiller dans la salle de classe, qu'elle aurait à cette occasion touché leur sexe. Ils le disent de façon convergente. Et ils expliquent aussi que dans l'hypothèse où certains d'entre eux ne s'exécutaient pas spontanément, il pouvait y avoir des claques sur les fesses, sur le visage, et l'un d'entre eux rapporte également des faits de pénétration digitale dans son postérieur. Je ne vais pas aller plus loin sur ce détail, c'est déjà assez délicat et douloureux, vous l'imaginez bien, pour les parents concernés, mais on comprend bien que ces gestes-là ne ressortent pas de pratiques pédagogiques et encore moins d'un souci d'hygiène. D'ailleurs, l'une des premières mamans à avoir sonné le tocsin et révélé l'alerte, dit bien à son enfant, mais ton corps t'appartient, je ne vois pas pourquoi elle te fait cela. Et j'allais dire que de fil en aiguille, l'enquête a prospéré ainsi. Alors évidemment, il faut être très prudent, d'où la nécessité évidemment de faire attention. La parole de très petits enfants est quelque chose de difficile à recueillir. Personne ne mésestime cette donnée. Mais en l'état, les pédopsychiatres qui ont été consultés n'évoquent pas des enfants à la personnalité perturbée, voire des enfants qui seraient suggestibles et contradictoires dans leurs révélations. Il peut y avoir des approximations nécessairement, parce que nous sommes entre le ressenti et la révélation, mais tout de même, cette simultanéité, cette concordance, encore une fois, chez des enfants qui n'ont aucune espèce d'appréhension de ce type de discours, étonne, questionne et visiblement a incité la juge d'instruction nouvellement nommée à considérer qu'il existe ce qu'on appelle des indices graves ou concordants justifiant sa mise en examen. Et vous me confirmez, maître, sur le plan juridique, que si la pénétration digitale est avérée, il s'agit d'un viol? Il s'agit d'un viol, et c'est d'ailleurs ce sur quoi elle est aujourd'hui mise en examen. C'est donc dans le cadre d'une procédure criminelle que cette enseignante est impliquée, et l'avenir dira combien de victimes et ce qu'il faut penser de tout cela. Merci beaucoup, maître Thierry Sargado-Ito, avocat des familles. Merci d'avoir été en direct avec nous. Je vous voyais réagir, Inès Gauthier, quand on évoquait ce qu'aurait pu faire, puisqu'on est au stade de l'enquête, ce qu'aurait pu faire cette femme. C'est assez surprenant, en fait, cette obsession de l'hygiène
qui la pousserait à aller jusque-là? Est-ce que psychologiquement, c'est quelque chose qui peut s'analyser? Oui, justement, en fait, ça se tient tout ça très très bien. Ça confirme un petit peu ce que je pensais avec le peu d'éléments que j'ai. C'est-à-dire que quelqu'un qui commet des attouchements sur de très jeunes enfants, c'est très souvent le révélateur d'abus précoces que la personne aurait elle-même connu ou alors dont elle aurait été témoin visuellement peut-être. Et donc soit des agressions sexuelles qu'elle reproduit purement et simplement sur les enfants à son tour, qu'elle aurait vécu à peu près au même âge, soit ça peut être de l'intrusion justement sous couvert de soins médicaux, alors soit des actes un peu incestueux de la part de ses parents, soit de figures de soins, l'infirmière scolaire, la nounou, ça peut être vraiment beaucoup de personnes différentes qui auraient commis des actes justement intrusifs de pénétration. Ça peut être pas forcément de nature sexuelle, ça peut être un thermomètre ou un suppositoire dans l'anus, mais de façon pas vraiment justifiée, un petit peu trop répétée, un petit peu trop insistante, dans des moments un petit peu arbitraires où il n'y a pas vraiment besoin, ou juste pour un rhume, on va dire je vais te mettre un suppositoire, enfin, des choses comme ça un petit peu incongrues. Senti comme une agression, en fait. Et en fait, en tout cas, vécu, pas forcément conscientisé, oui, mais voilà, c'est ça. Oui. C'est de l'intrusion, mais justement pas senti comme une agression, c'est-à-dire comme quelque chose d'anormal, mais comme quelque chose de normal. C'est-à-dire, pour vérifier que je vais bien, que je suis en bonne santé, on commet une intrusion physique dans mon corps, et donc c'est normal. Et à partir de ce moment-là, la confusion entre l'hygiène, les soins et l'agression sexuelle se fait, c'est-à-dire les deux sont complètement de la même nature et la personne est incapable de dissocier qu'elle est en train d'agresser. Elle dit mais non, moi je m'occupe d'eux. Et ce qu'on remarque, c'est que chez les personnes agressées sexuellement, il y a beaucoup dans l'intrusion comme ça de leur intimité physique ou psychique, elles vont créer une structure obsessionnelle de personnalité, c'est-à-dire dans le contrôle, dans l'hyper-contrôle, pour elles-mêmes, pour être sûr qu'on n'a plus d'intrusion envers elles, et par contre, elles vont devenir intruses avec les autres, elles vont vouloir reprendre le contrôle sur les autres pour être sûr qu'il ne leur arrive plus rien. Mais juste, ça vous paraît cohérent que ça apparaisse tout d'un coup comme ça à 53 ans, que cette femme qui jusque-là n'avait jamais eu de retour négatif sur elle, en tout cas concernant de gestes comme cela, tout à coup à 53 ans, ça vous paraît cohérent? C'est un peu plus surprenant, effectivement, que ce soit sur le tard, mais par contre, on le voit, effectivement, on le voit très régulièrement. C'est-à-dire que pour qu'il y ait passage à l'acte, il faut qu'il y ait des éléments déclencheurs. Donc, soit un mal-être existentiel, c'est pas parce qu'elle a accédé à un bon poste qu'elle n'était pas mal dans sa vie, ou stressée, ou dans une douleur émotionnelle de je ne sais quoi. Et il faut l'opportunité. Là, j'ai envie de dire, peut-être qu'il y avait les deux éléments réunis. Je ne sais pas quelle était sa situation émotionnelle à ce moment-là. Par contre, effectivement, elle avait l'opportunité d'être dans un poste de pouvoir, effectivement, où en toute impunité, elle se retrouve seule avec des enfants, et sous couvert d'hygiène, de contrôle de comment ils se sentent, elle est capable de commettre des actes intrusifs qu'elle ne perçoit même pas forcément elle-même comme intrusifs et comme anormaux. Et tant que, effectivement, il n'y a pas de plainte, ça peut se perpétuer des années. Sébastien Deveau, chef des infos au Nouveau Détective, où en est l'enquête aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on sait au niveau de l'enquête, elle est mise en examen pour acte de pénétration sexuelle et d'attouchement sur mineur, mais elle est libre et elle n'est pas placée sous contrôle judiciaire. Donc on voit bien dans ce dossier que malgré tout, la justice prend énormément de précautions. Oui, parce qu'au départ, elle a même été placée sous statut de témoin assisté. Exactement, c'est-à-dire que son statut a vraiment évolué. Exactement. Le statut de témoin assisté, vous voulez peut-être que je le rappelle en deux mots. Bien sûr. C'est vraiment un statut intermédiaire entre le statut de témoin et la mise en examen. Sachant que dans la mise en examen... Ça veut dire quoi, que la justice hésite à ce moment-là? On est dans un entre-deux. Ouais. On est dans un entre-deux. Là, il y a une vraie mise en examen, mais il n'y a pas de contrôle judiciaire. Donc on sent vraiment que ce dossier, c'est vraiment la problématique de la parole de l'enfant. Sur les affaires de violence sexuelle qui interroge. Maître Laure-Alice Bouvier, c'est vrai que la justice va visiblement doucement et c'est plutôt pas mal, parce qu'il faut savoir si ce que disent les enfants est crédible ou pas. Parce que tout ne repose que sur eux, au fond, puisque la maîtresse, par définition, est seule avec les enfants en classe. Tout à fait. Alors, dans ces cas-là, dans ce qui pourrait s'apparenter à de la pédophilie féminine, il y a trois problèmes. Le problème, c'est que c'est une femme, et c'est vrai que c'est encore tabou, parce qu'on a toujours tendance à penser que les viols et agressions sexuelles sont essentiellement de la part des hommes. Il n'y a que 5% de femmes qui font partie des agresseurs sexuels. On a eu très peu d'études, on n'en a eu qu'une seule à la prison de Rennes, entre 85, si je me rappelle bien, et 98, une seule. Et en Angleterre, on s'y est intéressé dans les années 80. Donc c'est encore quelque chose qui est encore en friche. Et c'est vrai que la justice ne sait pas encore sur quel pied danser. On le voit bien dans les décisions qui sont rendues dans ces cas-là, parce qu'il y en a des cas de pédophilie féminine. Soit c'est un non-lieu, soit dans les deux extrêmes. Soit c'est une condamnation extrême parce que c'est impensable que ce soit une femme, soit c'est une condamnation très adoucie parce qu'on a de la compassion. Et la difficulté qui est rajoutée à ça, et c'est le troisième point, c'est l'affaire d'Outreau.
comment prendre en considération la parole des enfants. Et c'est vrai que pendant longtemps, après l'affaire d'Outreau, on s'est dit, mais les enfants, on ne peut pas forcément les entendre. En réalité, je pense que ce qu'il faut, c'est qu'on ait des personnalités qui soient spécialisées, qui soient formées à ça pour traduire la parole des enfants et pour entendre véritablement ce qu'ils ont à dire, parce qu'il ne faut pas pour autant ne pas entendre les enfants. Et ce qui est intéressant, Sébastien Deveau, en fait, dans cette affaire, c'est de savoir aussi ces 6 ou 7 enfants qui racontent la même histoire. Est-ce que les parents se sont parlé? Ça va être intéressant de savoir ça, parce que est-ce que c'est spontané, au fond, ces mots des enfants, ou est-ce que les parents, il y a eu une réunion de parents où chacun a échangé, chacun a dit des choses, et ensuite a pu influencer les enfants? C'est ça qui va permettre aussi de savoir si la parole de l'enfant est libre, spontanée, ou si elle a été influencée. Tout à fait. Alors en tout cas, dans ce dossier, ce que l'on peut dire, c'est qu'on a un premier enfant qui déclare avec ses mots d'enfant être victime d'attouchement, et le parent de cet enfant va joindre un parent numéro 2 en lui demandant si son fils, il y a eu des soucis avec la même maîtresse. Après, voilà. Et ce parent numéro 2 répond oui. Ce parent numéro 2 va prendre énormément de précautions. Elle va aller parler à son enfant, qui lui aussi va livrer des détails assez glaçants. Effectivement. Alors, je précise que nous avons joint Maître Anna Reyna, qui est l'avocate de Muriel, donc la maîtresse. Nous l'avons joint et elle évoque une affaire, je cite, délicate et très fragile, et elle dénonce un engouement médiatique injustifié. Elle précise également qu'aucune mesure, comme on l'a dit, aucune mesure restrictive de liberté n'a été ordonnée contre sa cliente. À ce jour, nous dit-elle, les investigations se poursuivent, et elle rappelle que les faits sont fermement contesté et que bien évidemment, on l'a dit, Muriel reste présumée innocente dans ce dossier. Merci Sébastien Deveau d'avoir été avec nous, chef des infos au Nouveau Détective, et je rappelle qu'on peut retrouver votre enquête sur cette affaire dans le nouveau numéro du Nouveau Détective, ça fait nouveau 2 fois, mais c'est comme ça, qui est paru cette semaine. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. Dans Crime et Faits divers, la quotidienne dans un instant, la disparition inquiétante de Claude dans les Alpes-Maritimes. Depuis 3 ans, cet homme de 47 ans a quitté